Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une introduction à RKT. Je m'appelle Nicolas Diez. Vous voyez sur le slide mon handle Twitter ainsi que mon adresse mail. Alors, petite minute de pub nécessaire. Donc, qui je suis? Je travaille chez Whiskel. Je suis cloud builder, c'est-à-dire que je définis et mets en place des infrastructures cloud pour nos clients. Mes domaines d'expertise sont les web services Amazon, SoulStack, et ayant un grand background Ops, la plupart de mes développements sont faits en Python. Qu'est-ce que Whiskel? Whiskel, c'est une boîte qui fait énormément de partage de connaissances. On s'amuse beaucoup, c'est très fun, et surtout, on embauche. Donc, si vous êtes intéressé par mon talk, n'hésitez pas à nous contacter, soit à l'adresse contact@whiskel.fr, venez voir notre blog, et notre handle Twitter, c'est @yeswhiskel. On finit la pub pour une présentation du Container Day. Pour la deuxième année, on co-organise avec Xebia le Paris Container Day, donc une grosse conférence d'une journée avec pas mal de speakers. On peut pour l'instant vous annoncer la présence de Jess Frazel, ancienne développeuse Docker. Et voilà, c'était fini pour la pub. Donc que se cache derrière les trois lettres RKT? Pour cela, on a demandé à un scientifique du futur ce qu'il en pensait. Donc notre ami Fry se demande si c'est un oiseau, un avion ou Superman. En fait, rien de tout ça. Sa boîte bleue et rouge, ce n'est pas Superman, c'est une fusée. Et cette fusée s'appelle Rocket. Pourquoi pas Rocket, comme le terme le veut en anglais? Tout simplement pour des petits problèmes juridiques. Du coup, qu'est-ce que Rocket? Si pour les plus anciens d'entre vous, le fameux sketch du Schmilblick. Donc Rocket, c'est un container runtime. Ça a été créé par les équipes de CoreOS. C'est développé en Go. La première release a été faite en novembre 2014. Et maintenant, nous avons à peu près une release toutes les 2 semaines. Alors, la dernière date du 20 février, il n'y en a pas eu depuis. Il y a eu pas mal de petits événements dans la communauté qui ont fait que ils sont focalisés un petit peu sur autre chose. Du coup, vous allez me dire, mais pourquoi ne pas utiliser Docker, le container runtime que tout le monde connaît et qui est fortement utilisé actuellement? Tout simplement, qui ferait confiance à une baleine? C'est gros, c'est lourd, ça envoie plein d'eau. Et puis, c'est déjà pas mal. Alors, un petit peu d'histoire. Pourquoi les développeurs de CoreOS ont choisi de créer un container runtime? Si on revient au début de Docker, un standard avait été mis en place, une définition d'un standard avait été mise en place sur GitHub pour dire une image ça doit être ça, un conteneur ça doit être ça, et ça doit fonctionner de cette façon. Donc les équipes de CoreOS se sont fortement impliquées dans le développement, mais à la sortie de la 1.0 de Docker, il y a eu un léger souci, cette spécification avait disparu. Et l'évolution qu'a pris Docker par la suite en devenant un gros outil avec beaucoup de choses dans le binaire a posé énormément de problèmes. Donc, justement, le Big Bang, la suppression du standard, la toolbox monolithique que j'ai évoquée tout à l'heure. Certes, ça a évolué depuis la sortie de Docker 1.11 en juin 2016, où il y a un peu plus de séparation des binaires, mais ça reste quand même un gros outil fortement monolithique. Et la présence d'un SPOF, qui lui aussi a changé depuis la sortie de Docker 1.11, parce qu'avant, vous perdiez le Docker-D, vous perdiez tous vos conteneurs. Donc c'est un petit peu moche en production, ce genre de choses. Donc pour cela, les développeurs de CoreOS ont décidé de partir et de faire leur propre container runtime, et pour cela, ils sont basés sur certains piliers qu'on pourrait nommer principaux aussi. Alors, ces piliers sont la sécurité, la composabilité, le respect et la définition de standards, ainsi que la compatibilité, de façon à ce que les futurs utilisateurs ne soient pas perdus. Alors, au niveau de la sécurité, c'est assez simple. La sécurité se fait sur 2 points, sur les images, qui doivent être signées. On verra plus tard qu'on peut passer outre cette signature. Mais voilà, les images doivent être signées, ce qui permet à l'utilisateur, quand il prend une image,
de vérifier la provenance de cette image et donc de ne pas se prendre un truc vérolé comme on trouve dans 80% des images sur le Docker Hub. La sécurité est aussi by design, et je vais expliquer cela maintenant. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas décidé de réinventer la roue, ils ont fait quelque chose d'assez simple. On prend ce qui existe dans Linux et on l'applique. Donc tout ce qui est user namespace, network namespace, les C-groups, les contextes SE Linux qui peuvent être partagés, le Trusted Platform Manager, une extension Intel qui permet d'avoir des informations sur l'état de la machine, ça aussi c'est supporté, ainsi que le support des hyperviseurs, ce qui permet une isolation des ressources encore plus forte que ce que l'on pourrait voir, que ce que l'on va voir plus tard. La composabilité, en fait, c'est le fait de pouvoir s'intégrer à l'existant, mais aussi d'avoir des couches différentes. Donc, il s'intègre très bien aux différents systèmes d'init, que sont OpenRC et systemd. Il supporte les outils d'orchestration de conteneurs, Kubernetes, Nomad, etc. Et au niveau de l'architecture, l'architecture fonctionne par couches, parce que pour faire décoller une fusée, c'est mieux d'avoir des étages. Ça peut aider. Et Rockit propose plusieurs moteurs d'exécution pour choisir avec quoi on va faire tourner son conteneur. Donc, plus précisément, Rockit, le binaire RKT, c'est juste une UX. C'est une API pour dire je veux faire tourner ce conteneur avec cette image, et c'est tout. Donc il n'y aura pas de démon, il n'y aura rien de spécifique. Donc ça, c'est les tâches de base. Ensuite, le stage 1, c'est les moteurs d'exécution. Donc c'est soit du systemd. Ce qui est appelé Fly, c'est juste un simple shroot, ainsi que le support de différents hyperviseurs que sont KVM et QEMU. Et le dernier stage, c'est votre ou vos applicatifs, au choix, ce que vous voulez mettre dedans. Et de ce fait, par rapport à la notion de pod qui avait été introduite par Kubernetes, c'est-à-dire un ensemble d'applications qui tournent dans un ensemble de conteneurs, ça a été un petit peu repris par Rockit. Le pod, c'est à la fois le stage 1 et le stage 2. C'est-à-dire que le pod, c'est le conteneur et son applicatif. Schématiquement, ça donne ça. Donc, on voit le binaire ici. Et le pod, c'est l'ensemble avec votre stage 1 et les deux autres et vos deux applications, par exemple. Dans le cas de Fly, c'est légèrement différent, car on aura moins d'isolation. Voilà. Rockit, je lance l'application directement en shroot. Une nouveauté assez récente, c'est le pod segmenting. Donc, ça consiste à la création d'un container vide, sans applicatif. Vous avez juste le stage 1, c'est-à-dire un systemd, une VM KVM, une VM QEMU, peu importe. C'est une première introduction de la Container Runtime Interface. Je vais préciser un peu plus loin ce que c'est. Et c'est surtout utilisé pour la réalisation de tests. En effet, ce que vous pouvez faire, c'est vous avez votre pod vide, vous lui ajoutez une application, vous pouvez lui en ajouter une deuxième. La communication entre les deux applications ne se passe pas très bien, vous avez un souci sur ce que vous avez développé. Vous stoppez l'application, vous l'enlevez, et vous pouvez faire votre développement pour la version suivante qui corrige les bugs, l'intégrer, et comme ça vous avez tout testé, et vous pouvez construire ensuite votre image avec un applicatif fonctionnel que vous avez testé de bout en bout. Une autre fonctionnalité récente, ce sont les Attachable Applications. En gros, ça reprend le principe aussi de Kubernetes, qui permet de s'attacher à un container et à une application. Donc ça permet d'avoir la redirection de à la fois std-in, std-r, std-out directement en dehors du container, et donc de voir ce qui se passe et de pouvoir interagir avec votre conteneur pour du debug toujours. Maintenant, la partie concernant la compatibilité et les standards. Donc, les images Docker sont supportées nativement.
CoreOS a défini le standard APC, Application Container, et donc a défini une façon de créer des images. Qu'est-ce qu'un conteneur? Comment il doit tourner avec ce type d'image? Récemment, c'est-à-dire la semaine dernière ou il y a 2 semaines, en même temps que Dockerd a été donné à la Cloud Native Computing Foundation, Rockit a été aussi donné, et avec une confirmation qui a été faite la semaine dernière. Et donc les 2 principaux standards respectés par Rockit sont CNI, le Container Network Interfaces, et CRI, Container Runtime Interfaces. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, Container Network Interfaces, c'est assez simple. C'est un ensemble de librairies et de plugins avec lesquels va communiquer votre container ou votre binaire. Donc là, Rockit, c'est simple, il va faire un appel à ces librairies, à ces plugins, qui ensuite vont être transmis au kernel, aux différents drivers, pour créer une interface réseau, lui affecter une IP, etc. etc. Le container runtime doit créer tout d'abord le network namespace, et c'est tout. Après, c'est de la simple communication. C'est quelque chose qui a été créé par les développeurs de CoreOS et qui est fortement supporté par Kubernetes. Et Kubernetes, entre autres, puisque de toute façon, les projets Mesos, Calico et Weave utilisent fortement ces implémentations aussi. La Container Runtime Interface, c'est quelque chose qui a été défini par les développeurs de Google et Red Hat pour Kubernetes. C'est juste une API qui permet de communiquer avec vos conteneurs. Donc c'est cette API qui va vous permettre de vous attacher à l'entrée standard, la sortie standard, etc. C'est aussi cette API qui va vous permettre d'ajouter des applications à vos conteneurs. C'est totalement fonctionnel dans Kubernetes. Et ça devient de mieux en mieux dans Rockit, ce qui va permettre une intégration plus facile à Kubernetes. Alors, est-ce que c'est fini pour Rockit? Non. Le futur, c'est le support de OCI. OCI, c'est Open Container Initiative. C'est quelque chose qui est supporté par la Linux Foundation. Et ça permet de définir, c'est un nouveau standard qui va définir pour à la fois Docker, Runc et Rockit, qu'est-ce que doit être une image, qu'est-ce que doit être un container. Donc c'est beaucoup de chamboulements à chaque fois. Et ça va introduire la dépréciation du précédent standard APC. Alors le support d'OCI doit évoluer pour l'instant, en ce moment, car actuellement, l'image OCI est transformée au format APC pour faire tourner un container. Donc il y a encore des développements à faire de façon à ce que ça soit complètement supporté nativement. Et bien évidemment, il reste des évolutions à faire au niveau du support de la Container Runtime Interface. Ça a commencé, c'est loin d'être fini, et les développeurs de CoreOS ont beaucoup de boulot. Que sera un Container Runtime sans sa jolie boîte à outils? Donc, Rockit peut être utilisé standalone, avec Kubernetes, avec Nomad. Il y a quelques outils qui existent, qui ont été créés par la communauté pour la gestion des images, tels que ACBuild, qui permet de construire assez simplement une image, DGR de Blablacar. Malheureusement, parler de DGR, ça va être un peu long, il faudrait presque un talk complet pour en parler. Et bien évidemment, pour faire tourner tout ça, on a Container Linux OS créé par CoreOS, qui est un OS simple. On a le kernel, systemd, SSH, Docker, Rockit, et c'est tout. Pas de système de package, rien. On a aussi Clair, qui permet de faire de l'audit de sécurité sur les conteneurs. Ça fait aussi partie de la galaxie des logiciels développés par CoreOS. Et ils ont racheté récemment Quay, qui permet d'avoir un repository d'images pour que ce soit des images Docker ou des images pour Rockit. On va donc maintenant passer à la démo. La photo du petit monsieur, on va espérer, elle va conjurer le mauvais sort. Alors, ce qui devrait se passer si tout va bien, vous devriez voir des opérations basiques. Comment on fait tourner un conteneur, comment on gère les volumes, le réseau,
comment on peut faire un petit peu d'inspection dans les conteneurs et comment on construit des images. Oups. Est-ce que tout le monde voit bien? Donc, avant de lancer un conteneur, il faut récupérer une image. Donc c'est assez simple. La commande fetch et l'URL de notre image. Donc, comme nous pouvons le voir, on a une vérification d'une signature au format PGP. Donc, on va l'accepter. Voilà. Il nous télécharge sa petite image. Voilà. Image que nous pouvons retrouver si on, par exemple, on fait un requête image list. Donc, on peut voir qu'on a téléchargé une image là, maintenant. Pour les besoins de la démo, je vais en télécharger une autre. Et vu que c'est une image Docker, celle-ci ne sera pas signée. Donc il faut juste que je rajoute une option qui fait plaisir parce qu'on voit que voilà, il considère fortement que télécharger des images non signées, c'est pas très propre. Mais sur les images Docker, on n'a pas le choix, donc c'est une option insecure. Donc une fois que notre image sera téléchargée, on va lancer un conteneur qui va contenir ces deux images. Car on a la démo API Redis, justement, c'est une API qui va communiquer avec Redis. Donc pour ça, ça arrive. On aurait, alors, au niveau du téléchargement d'images, on n'est pas obligé de le faire comme ça. Le Rocket Run télécharge lui-même les images si elles ne sont pas présentes dans le store local. Donc voilà, notre conteneur s'est lancé. On va regarder à côté. Voilà, putain. Alors, veuillez m'excuser. Voilà. Donc, on voit que notre conteneur tourne maintenant. Il a eu une IP d'alloué. Donc, si on fait un simple curl sur l'IP sur le port 9000, voilà. Donc, on a écrit dans Redis. On est content. Voilà. On a les logs qui s'affichent. Mais parce que là, on est en console, on n'est pas dans un monde idéal où tout tourne avec un démon. On peut très bien le faire tourner avec un démon, puisque de toute façon, Kubernetes peut l'utiliser. Donc, si on veut avoir des infos sur notre conteneur, c'est assez simple. On a tous les mécanismes de systemd qui sont là. Donc, MachineCTL voit très bien notre conteneur. Et si on veut avoir les logs d'une application, c'est pareil. On utilise journalctl en spécifiant notre machine et notre application. Voilà. Et donc, on a bien les mêmes logs que ceux qu'on a en console. On a donc accès aux logs de notre application depuis l'extérieur sans aucun souci. Alors, petite astuce pour terminer un container. C'est assez simple. Il y a une séquence d'échappement qu'il faut exécuter 3 fois et ça termine notre conteneur sans aucun problème.
comme nous pouvons le voir là, notre conteneur, bah, il est terminé, il a exited. Donc, on va faire un petit peu de ménage parce que ça peut, voilà. Là, il n'y en a qu'un, donc ça va, mais quand il y en a beaucoup, ça devient un peu gênant pour s'y retrouver. Donc, il y a un garbage collector. Voilà. Donc, notre conteneur qui est sorti est maintenant dans le garbage collector pendant 30 minutes. Ce qui permet, si jamais on a mis le conteneur au garbage collector et qu'on s'aperçoit qu'on aurait peut-être voulu récupérer quelque chose dessus, de le récupérer. Donc au bout de 30 minutes, si on relance RocketGC, le conteneur va disparaître. On peut aussi, bien évidemment, raccourcir cette période de grâce. Et voilà, là, tout est supprimé de la machine. On n'a plus accès à rien du tout. Donc, on va passer maintenant à voir un petit peu comment fonctionne le réseau et les volumes. Donc, je vais télécharger l'image de Ghost, système de blog en Node.js. Et bien évidemment, si on ne passe pas l'option, il n'est pas content. Voilà. Donc ça va prendre un peu de temps, je vais vous montrer autre chose en attendant. Donc on a vu que nous pouvions avoir la liste des images. C'est bien, mais est-ce qu'on ne peut pas faire des choses un peu plus marrantes avec les images? Par exemple, et donc si on fait un cat manifeste, on voit un ensemble de propriétés sur notre image. C'est-à-dire la version de notre image, son nom, quelques labels, ce qui est exécuté. Donc ça nous exécute Redis server en prenant le fichier de conf qui est à la racine, en tant que root. Voilà. Et on a un mount point. On va faire la même chose d'ailleurs avec Ghost. Alors pour faire toutes ces opérations, on peut se baser soit sur le nom, soit directement sur le hash. Je vais vous montrer directement avec le hash. Voilà. Donc là, il y a un petit peu plus de choses. Ce qui est important de voir, c'est alors le mount point. C'est quelque chose que je vais expliquer dans quelques minutes. Là, tout d'abord, on va s'intéresser au port. Donc, on a un port qui est nommé 2368 TCP, qui renvoie sur le conteneur sur le port 2368, aussi étonnant que cela soit. Mais du coup, ça va nous permettre, quand on va lancer le conteneur, de spécifier un port sur l'autre qui deviendra accessible et qui va transmettre les requêtes au conteneur. Donc, si on fait un moins port 2368 TCP tel qu'il est écrit dans le manifeste, et qu'on met le port 2368 de notre hôte, on va pouvoir accéder depuis l'extérieur de notre conteneur à l'applicatif qui est en train de tourner. Ça va mettre un tout petit peu de temps à démarrer, ça ne va pas être très long non plus. Voilà. Donc là, nous avons donc notre application Ghost qui tourne. On va aller récupérer sa petite IP. Voilà. Et si je vais sur le port 2368, c'est cool, j'ai un blog qui tourne et que je peux éditer.
Par contre, si on regarde dans les logs, on voit des messages comme quoi le volume n'a pas été spécifié à la ligne de commande. Donc Rockit a deux modes pour les volumes. Le mode empty, qui est celui-là. Donc c'est-à-dire que votre volume va être créé dans le conteneur, vous terminez le conteneur, vous avez perdu vos données. Et le mode host, qui va nous permettre d'écrire, justement, soit d'écrire, soit de prendre des données déjà existantes, mais avoir un système de données persistantes. Donc pour cela, c'est simple. On rajoute encore une option, qui est le volume. On spécifie le nom du volume tel qu'il est défini dans le manifeste. Donc on va aller le récupérer. On lui dit que c'est un volume de type host. On va d'ailleurs aussi, avant de faire des bêtises, créer un petit répertoire pour le stocker. Donc on précise la source. Voilà, il démarre de nouveau. Donc on peut l'utiliser. Ah, il me propose de le créer. Donc, on va créer un blog pour Devoxx. Voilà. Donc si on fait un nouveau post, voilà. On le publie, et si on retourne à la home, bon, on a le titre, on a peut-être oublié un petit détail. Il est encore en draft, effectivement. Donc on le publie, là ça devrait être bon, et donc on le voit. Donc si on éteint de nouveau notre conteneur et qu'on le relance, cette fois-ci, on devrait de nouveau avoir ce post créé avec le titre spécifique pour le blog, ce que nous n'aurions pas eu la fois précédente. Et donc c'est bien le cas. Et pour être sûr que ce n'est pas un problème de cache, hop. Voilà, c'est bon, ça marche. Du coup, c'est bien, c'est sympa, on peut faire tourner un conteneur, mais est-ce qu'on peut construire une image? Et la réponse, bien évidemment, est oui. Donc pour cela, je vais utiliser ACBuild, l'outil écrit en Go qui permet de construire une image simplement. Et pour cela, je vais juste... Le but de la démo, là, ça va être de construire Rockit dans un container Rockit. C'est-à-dire, on va créer une image de container qui va avoir tous les outils pour compiler Rockit. Donc je vais lancer le script et on va regarder après le contenu. Donc, voilà. Ça lance, là, ça nous lance une Ubuntu. Ça va la mettre à jour, ça va installer les packages nécessaires dedans pour la compilation. Et on pourra faire tourner notre conteneur après. Donc, le contenu de ce magnifique script, c'est assez simple. On définit le nom de l'image, on définit certains paramètres, les dépendances à installer dans notre conteneur. Et qu'est-ce qui se passe?
à partir de AC build begin, notre conteneur va être construit. Donc, on lui met, voilà, on définit son nom, on définit plein de choses. On ajoute les répertoires qui vont nous servir par la suite, c'est-à-dire où on va stocker notre binaire construit, et aussi à partir de quoi on va faire la construction. Donc, un petit point important, c'est celui-là. On ajoute une dépendance. C'est ce qu'on a vu, c'est la dépendance téléchargée, mais elle ne sera téléchargée que pour construire l'image. Quand on va lancer un conteneur, il va aussi aller télécharger cette dépendance. Voilà, là, on la met à jour. On copie le script de build. On prépare ce qu'il faut pour que le compiler Go soit correct. Et on écrit notre image. Et bien évidemment, on définit un exécutable. Et c'est simple. Quand notre conteneur va démarrer, il va lancer le script de build. Ce script de build est on ne peut plus succinct. Voilà. Un configure, la seule particularité, c'est qu'on lui dit de ne construire que le stage 1 pour faire du shroud. Voilà, notre image est en train d'être écrite. Bon, le temps qu'il finisse l'écriture. Donc, j'ai défini un dossier voilà, Rocket Build qui va contenir notre binaire une fois la compilation faite. Et dans Rocket SRC, c'est simple, j'ai téléchargé les sources de la dernière version et décompressé. On peut le voir assez simplement. Voilà. Rien de bien sorcier. Donc notre image est construite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la télécharger dans le store local. Étant donné que je n'ai pas fait toutes les opérations de signature, il faut remettre notre petite option magique. Il télécharge la dépendance d'Ubuntu, histoire qu'elle aussi soit dans le store local. Et ce qu'on va maintenant faire, on va simplement lancer Rocket de façon à construire notre conteneur. Donc, on doit lui passer le volume qui va stocker, voilà, notre volume qui va stocker là, ce qui va être construit. Donc, qui est de kind host, forcément. D'ailleurs, c'est pas là qu'il faut le faire, c'est directement à l'endroit où il y a les sources, pour qu'il sache où aller chercher les sources. On lui définit aussi, bien évidemment, le volume. Là, c'est le volume de build, donc c'est pas ça. On lui ajoute le volume de source, parce que quand même, ça serait bien qu'il sache où il doit aller chercher ses sources. On rajoute bien évidemment notre petite option magique pour qu'il puisse utiliser notre image. Et on va aller chercher notre image précédemment construite. Donc toujours le même problème de démarrage, parce que là, forcément, démarrer une Ubuntu, ça va être un peu long. J'ai pas pu le faire avec une Debian. A priori, les versions de Go disponibles sous Debian ne permettent pas de compiler Rocket. Donc voilà, on a vu la compilation se lancer.
Ça devrait finir assez rapidement. Bon, ça finit un peu plus rapidement d'habitude quand même. Voilà, donc il a fini. Si on regarde notre binaire, nous voyons que on a construit un binaire Rockit. Alors, preuve que c'est pas le même. Si je prends le binaire que j'utilise depuis tout à l'heure, c'est bien la même version. C'est bien la même version du standard APC, mais c'est pas la même version de Go qu'il a compilé. En gros, Ubuntu l'a compilé avec une 1.6.2 et ce que j'ai téléchargé directement sur GitHub pour Rockit a été compilé avec Go 1.7.4. Donc c'est la petite différence. Si on reprend notre démo Redis, et qu'on la lance avec le nouveau binaire construit, voilà, on voit que celui-ci n'est pas supporté. Parce qu'il a besoin de pour lancer deux applications, on ne peut pas lancer deux applications en shroot. Donc, on va supprimer notre API, on va juste faire tourner Redis. Voilà. Et donc, en shroot, il ne va pas démarrer parce que, pareil, problème de volume. Mais on voit bien que le stage 1 par défaut de notre nouvelle version, c'est le fly, c'est le shroot. Alors, je vais rapidement vous montrer l'ajout d'applications. Pour ça, vu que c'est une option, c'est une feature expérimentale, il faut rajouter le petit flag, la petite variable d'environnement qui va bien. Et voilà, on a lancé notre container vide. Si on regarde là, bon, il y a un peu de monde, on va faire un peu de ménage. Donc on a bien un container qui ne contient aucune application, qui ne contient pas d'image, et en gros, qui ne peut rien faire. Mais pour lequel on va pouvoir rajouter une application. Donc pour cela, on a besoin de l'UID de notre conteneur. Et tout simplement, on lui ajoute notre image Redis. Et on donne un petit nom à l'application. Donc si on refait un Rockit List, on voit bien que notre application et son image sont bien dans le conteneur. Donc après, pour que l'application démarre, on n'a pas grand-chose à faire. On reprend un petit peu cette ligne de commande là. Alors j'aurais pas dû supprimer ça. Donc on fait un start avec l'UID de notre conteneur et on lui définit l'application qu'on veut démarrer. Et donc notre applicatif est démarré. On peut le voir normalement assez simplement. Comment on peut le voir déjà? Non, on n'aura pas de journal CTL pour ça, donc avoir du mal à vous le montrer plus précisément. Mais en tout cas, on peut être sûr que ça tourne si ce que je vais faire.
je vais rajouter notre petite application, notre petite API. Je démarre l'API. Et normalement, si on regarde avec journalctl, on devrait voir les logs de notre API qui a démarré. Voilà, notre API a démarré dans notre conteneur. Et comme on peut bien le voir, il y en avait. Voilà. On l'a vu démarrer aussi là. Et donc voilà. Il y a un petit bug. Et donc, avez-vous des questions ?